Bonjour, merci. Vous êtes chef de service développement des usages numériques au groupe Caisse des Dépôts, c'est ça? Tout à fait. Et vous avez notamment été à l'origine de l'Observatoire des EdTech. Ouais, alors en fait, on est plusieurs à l'origine sur l'Observatoire des EdTech. Quand on se dit que le learning est quelque chose d'important, en tout cas pour faciliter la transition, et c'est un levier majeur, et en tout cas c'était le pari qu'on avait fait, c'est de se dire après, bon, quelle est l'offre finalement EdTech et comprendre un peu le mouvement finalement qui est en train de se passer en France, comme Béatrice vient de l'expliquer. Alors le premier point, c'est qu'on l'a fait en mode crowdsourcing, c'est-à-dire on l'a fait avec des startups, on l'a fait pour des startups, par des startups, et avec des clusters, avec un certain nombre d'acteurs qui comptaient entre guillemets dans l'écosystème. Donc on l'a fait bien sûr avec Open Classroom qui vient d'être cité, 360 Learning, Learn Assembly, un certain nombre de boîtes comme ça qui étaient un peu en avance, en tout cas qui avaient une vision sur le sujet. On a fait également avec la région Île-de-France l'ensemble des clusters, parce que ce qu'elle a dit sur la territorialisation entre guillemets du learning, c'est une réalité, avec un truc qui s'appelle le SPN Poitiers qui est à Poitiers, Educasur, EdFab qui est chez Cap Digital. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer. On a construit l'outil ensemble. Okay. Et on l'a mis chez Cap Digital notamment parce que c'est vrai que c'était l'objet francilien qui était le plus avancé probablement en cluster. Donc très rapidement c'est devenu un objet libre finalement. Et aujourd'hui, vous pouvez y accéder sur www.observatoire-tech.com. Il y a une API, et il y a une capacité d'extraction des fichiers en fait, des 301, 302, je ne sais pas ce matin, mais des 300 boîtes à peu près tech françaises. Et vous avez une database qui vous recense en fait l'ensemble des boîtes, les sites web, les contacts formels, les piliers technologiques sur lesquels ils s'appuient, l'offre de valeur, également un résumé de la proposition de valeur, et puis les types de clients, les types d'utilisateurs, parce que c'est pas forcément similaire, et le tout en open data. Donc, voilà. Oui, parce que là, du coup, il y a 302 à peu près acteurs en France, mais ça regroupe quoi la réalité EdTech exactement? Enfin, ça va de où à où? Alors, ouais, l'EdTech, il faut peut-être le spécifier, c'est pas forcément que de la formation professionnelle. Ça commence en réalité dès l'âge de 3 ans. Une boîte comme Marbotic, typiquement, fait de l'IoT EdTech, c'est-à-dire c'est de l'apprentissage à la lecture et à l'écriture, pour apprendre à lire et compter dès 3 ans, entre 3 et 5 ans. Et puis, en effet, on va jusqu'à des plateformes comme Kokoroe, beaucoup plus sur la formation tout au long de la vie. Il y a un très gros prisme, en effet, sur la formation professionnelle, parce que le marché est plus dérégulé, entre guillemets, moins réglementé que l'éducation nationale et les universités. Donc voilà, et il y a eu un mouvement qui a été partiellement tout à l'heure expliqué, qui consistait à le phénomène des MOOC autour de 2010-2012 a renouvelé un peu les méthodologies, et qu'on pense que quoi qu'on en veut des MOOC, et on pourra y revenir si besoin, mais ça a permis tout du moins d'acculturer un certain nombre de business units chez les corporates notamment, d'acheter directement de la formation. Et ça a permis notamment de faire décoller un certain nombre de boîtes qui aujourd'hui, tout à l'heure monsieur citait Open Classroom, c'est le cas, l'archétype, ou Corp Academy ou 360 Learning, qui aujourd'hui ont vendu quand même depuis ces 5 dernières années à beaucoup d'entités, à des BU en direct, en court-circuitant quelque part le circuit de la DRH. Et aujourd'hui, il y a un re-empowerment de la DRH justement sur le sujet, sur ce sujet-là, parce qu'il voit bien que c'est un sujet massif. Et du coup, aujourd'hui, d'un point de vue financier, puis on finit un peu avec le paysage, mais c'est quoi quel poids économique à peu près aujourd'hui, ça, les tech en France ?
Le poids économique, il est estimé à moins de... Alors, en chiffre d'affaires Non, en chiffre d'affaires, il est à moins de 200 millions, probablement. Tout compris, y compris les anciens, entre guillemets. Il y en a certains qui ont muté, d'autres moins vite que d'autres. Donc ça, c'est un chiffre qui est en général avancé. Après, qu'on se le dise, le gros, en tout cas le pure player, entre guillemets, EdTech qui est Open Classroom, c'est encore un nain à côté d'un certain nombre c'est quelques millions d'euros. Oui. Donc c'est pas du tout encore la machine de guerre qu'on veut bien faire croire. Mais c'est vrai que c'est celui qui a le plus de tendance. Après, c'est un marché en effet estimé à à plus d'une centaine de millions d'euros sur les 5 prochaines années. Et ça, c'est quelque chose qui doit être souligné. Parce qu'en effet, il y a de toute façon, que ça soit sur la partie éducation nationale ou que ça soit sur la partie formation professionnelle, et la réforme de la formation professionnelle, je l'espère, ira dans le sens de la prise de conscience, en tout cas, des leviers numériques en matière d'apprentissage. Et ça sera potentiellement bénéfique pour la filière. Mais aujourd'hui, l'éducation nationale, elle se positionne comment par rapport au EdTech ? Elle regarde, elle est partie prenante, elle essaye même pas de voir ce qui se passe ? Elle a regardé beaucoup ces 5 dernières années. Là, aujourd'hui, il y a un parti pris qui est différent, qui consiste à être probablement un petit peu plus pragmatique dans l'expérimentation. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, en effet, insiste sur le côté ne faites pas de fausses promesses. Et il y a des fausses promesses qui ont été faites dans l'éducation, sur le périmètre de l'éducation nationale, par le numérique. Donc ça, c'est le premier point. Après, l'idée principale est quand même d'ouvrir, entre guillemets, les classes et les établissements en général à expérimenter des choses. Voilà, mais des choses qui comptent. Après, il y a des sujets quand même, il y a des apprentissages qu'on doit prendre en compte, que ce soit les sciences cognitives, que ce soit l'impact des objets numériques sur les enfants, les écrans et les enfants. Enfin, il y a des choses comme ça. On parle de réalité virtuelle. Il y a un sujet majeur quand même sur la réalité virtuelle et la fatigue visuelle. Nous, on sait que c'est 20 minutes. Des enfants, c'est encore beaucoup plus court. Donc, en tout cas, sur la période, sur l'école primaire. Donc, vous avez un vrai sujet de réussir à doser finalement pour être efficace. Voilà. Doser votre implication pour être efficace. Et du coup, le groupe Caisse des dépôts a entre autres comme mission d'accompagner les entreprises dans une sorte de transition, dans leur transition économique. Est-ce que dans cet accompagnement, le learning, vous le mettez dans une place centrale ou une place annexe Ouais, alors le pari qu'on fait, c'est en effet, on est en accompagnement. C'est vrai qu'on ne l'a pas spécifié au départ sur le rôle de la Caisse. La Caisse des dépôts accompagne normalement les territoires, la France en général, mais les territoires en particulier, à effectuer leurs transitions, les transitions écologiques, les transitions économiques et sociales, les transitions numériques notamment. Et le pari qu'on fait, c'est pour développer les usages finalement, c'est les accompagner dans ce travail de mettre en place des apprentissages sous toutes leurs formes, de la médiation, de l'acculturation, de la formation, de l'éducation. Et en effet, alors le titre que j'ai aujourd'hui, qui est un peu ronflant, mais c'est développement des usages numériques. Et ça veut bien dire, et à travers un levier, qui est le levier du learning, et notamment au bénéfice des territoires, et notamment, et j'insiste là-dessus, des plus fracturés, parce que vous avez un sujet d'égalité aujourd'hui territoriale. Vous avez des territoires qui sont en capacité d'acheter des produits, des solutions qui sont très jolies, et il y en a d'autres qui ont moins de moyens, ou en tout cas qui sont moins connus, plus éloignés, parfois plus fracturés. Ce qu'elle expliquait sur l'inclusion numérique est un véritable sujet et une véritable préoccupation chez nous. Et du coup, les entreprises, est-ce qu'elles voient ce poids du learning ? Est-ce qu'elles sont conscientes que c'est en passant un peu par un renouveau du learning et un accompagnement des compétences qu'elles vont réussir cette transition ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une pédagogie de votre côté pour leur faire comprendre les enjeux du learning ? En fait, c'est selon les entreprises dont on parle.
Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en général, aujourd'hui, on ne peut plus faire de persona type, entre guillemets. Enfin, la méthodologie des personas, je trouve très limitative dans son approche et permet de... Ça marche en marketing, mais sur de la politique publique, c'est plus complexe parce qu'en réalité, ou alors vous avez un éclatement des personas très très fort. Les TPE, la maturité, elle est très différente selon les secteurs, selon la localisation, selon les branches, selon certains territoires. Il y a des branches qui acculturent, d'autres pas du tout, au sujet de la digitalisation de la formation. Donc c'est extrêmement hétérogène. Aujourd'hui, globalement, quand même, les TPE sont moins acculturés, en tout cas, ils voient moins le sujet parce que plus préoccupés par l'accomplissement du business, entre guillemets. Les corporates sont structurés les gros corporates tout du moins, sont structurés pour avoir des DRH et que ces DRH aujourd'hui comprennent que la formation, c'est pas seulement de plan de formation, c'est aussi plein d'autres choses à côté et que c'est un vrai sujet et qu'ils doivent probablement se mettre encore plus au service des business units et donc mécaniquement avoir un rôle beaucoup plus important probablement dans l'entreprise à terme. Mais un patron de TPE, PME, c'est extrêmement compliqué. Ou alors, c'est par à-coup et voilà. À côté de ça, vous avez des agriculteurs, par exemple, pour tous les métiers où vous êtes relativement, où il y a un ETP globalement dans la structure. Les agriculteurs, paradoxalement, c'est aussi complètement explosé. C'est-à-dire que vous avez les gars dans la Beauce qui emploient quand même un certain nombre de gens et qui, eux, ont l'habitude de travailler sur des dossiers PAC en anglais dématérialisés et qui voient bien le sujet de se dire faut que je me forme à ci, à ça, et sur lequel il y a une culture un peu plus, il y a un taux de pénétration de la formation un petit peu plus fort, versus certains qui sont complètement éloignés du sujet. En général, c'est lié quand même à la culture numérique du secteur ou du domaine. Le retail, par exemple, c'est quand même, ils comprennent, il y a une perception en tout cas de la transformation numérique plus forte que dans d'autres secteurs qui sont moins touchés. Et juste pour conclure, vous connaissez bien toutes les startups qui existent en EdTech. Est-ce que vous en avez quelques-unes qui vous tiennent particulièrement à cœur ? Alors, oui, je ne pouvais que recommander Kokoroe, parce qu'en général, c'est dans mon pitch, il y a Kokoroe, parce que ce qui est intéressant avec Kokoroe, c'est l'horizontalisation du savoir, ce qu'elle a expliqué. Et elle est dans l'archétype, elles sont dans l'archétype de ce qu'on peut horizontaliser au maximum. La solution à travers sa plateforme est hyper intéressante et la modularité aussi. En général, je recommande également, par exemple, des choses comme Learn Assembly ou un certain nombre d'agences comme ça qui, aujourd'hui, sont la clé de succès d'un bon learning. C'est-à-dire, c'est quand même mettre en œuvre une formation numérique, ça demande à travailler de l'ingénierie pédagogique. Et tout le monde n'a pas les ingénieurs pédagogiques formés au numérique et comprenant la granularité, les capsules, ces choses-là. Et puis, je recommande... Ouais, en général, j'aime bien aussi Domocio, qui est une boîte en intelligence artificielle pure, pour le coup, qui est juste un plug, en fait, sur des LMS, enfin des Learning Management Systems, et qui fait gagner du temps, entre guillemets, et dont la promesse, en effet, alors, modulo des choses, mais la promesse est globalement, on va vous faire gagner entre 30 et 40% de votre temps sur les temps de parcours, en sachant que le temps, c'est un peu l'alpha et l'oméga de l'employé, entre guillemets. Et ils ont développé un vrai savoir-faire sur l'IA et sur l'optimisation des parcours. Voilà. Et Open Classroom, je reviens dessus parce que ça reste le vaisseau amiral, je pense, ceux qui ont la vision probablement la plus profonde, dont le catalogue en effet est assez horizontal. Et il n'a pas encore descendu de vertical véritablement. C'est devenu un établissement d'enseignement supérieur. Donc ça, c'est très important. Il est en capacité aujourd'hui, probablement, ils sont en capacité, Mathieu et Pierre, d'opérer une disruption majeure du système. Après, le sujet, c'est la capacité à passer à l'échelle et à faire connaître l'objet, entre guillemets, Open Classroom, et d'avoir cette profondeur d'action sur laquelle ils peuvent rebondir en B2C, en B2B, à un moment où la marque devient tellement forte que tout le monde monte à bord. Voilà, ils ont voilà.